Bonsoir. Ultimatum chez Renault, à la veille du salon de l'ouverture du salon de l'automobile et du lancement d'un nouveau modèle. Semaine d'action à EDF, au PTT, dans les transports et les arsenaux. La CGT proclame depuis quelques jours qu'elle va frapper fort. Si je vous ai demandé de venir ce soir, Monsieur Krasuki, c'est parce que les Français s'interrogent. Ça signifie quoi, frapper fort, et qui voulez-vous frapper? Alors chez Renault, par exemple, qui visez-vous? Est-ce la direction de la régie, dont vous critiquez ouvertement la stratégie industrielle alors qu'elle traverse, tout le monde le sait, une passe difficile? Ou bien visez-vous l'État patron, c'est-à-dire en fait le gouvernement, qui fixe les grands axes de la politique de Renault, notamment en matière de modernisation? Monsieur Krasuki, vous êtes communiste depuis l'âge de 14 ans. Très jeune, vous vous êtes engagé dans la résistance et à cause de cela, vous avez été déporté en 1943. La paix revenue, vous avez gravi tous les échelons de la CGT et du Parti communiste. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la première et membre du bureau politique du second. Alors ce soir, nos questions, et je suis sûr que vous vous y attendez, ne s'adresseront pas seulement au secrétaire général de la CGT, mais aussi, bien sûr, aux dignitaires du parti. Alors vous connaissez la règle de notre émission, questions sans complaisance et réponses franches et si possible courtes. Alors avant de vous laisser avec les téléspectateurs qui appellent actuellement SVP, avant de vous laisser avec Alain Duhamel, avec Guy Claes, directeur de la rédaction du Matin, avec Albert Duroy, directeur adjoint de la rédaction de l'Antenne 2, eh bien je voudrais vous poser une première question à laquelle vous pouvez répondre très brièvement. Vous pouvez d'ailleurs répondre même par un seul chiffre. Combien y a-t-il aujourd'hui d'adhérents à la CGT? Et si je vous pose cette question, c'est parce que depuis 2 ans, depuis votre congrès de Lille, vous entretenez très soigneusement le secret sur ce chiffre. Je réponds d'abord à la question et je commenterai ensuite votre explication. Alors la question, un chiffre. Actuellement, nous estimons entre 1 300 000 et 1 400 000 le nombre d'adhérents actifs et autour de 300 000 retraités. D'accord. Au moment de notre précédent congrès, il y avait 1 600 000 actifs. Et à peu près le même nombre voilà. de retraités. En ce qui concerne le secret, ce n'est pas un problème de secret. Mais oui. La CGT, ce n'est pas une administration, ce n'est pas comme les impôts. On n'augmente pas si on est en retard de cotisation, c'est une organisation bénévole. Alors, il faut du temps, tout simplement, pour que l'argent remonte et nous faisons nos comptes quand nous pouvons boucler le bilan réellement. Honnêtement, vous pourriez les faire tous les ans. Non, nous le faisons à chaque congrès, régulièrement, parce que là, tout le monde paye ses cotisations et les fait remonter, sinon il ne peut pas participer au vote. C'est ce qui nous permet d'avoir le chiffre à peu près exact de nos. Je crois qu'il faut quand même rappeler qu'après la guerre, vous aviez, après la scission avec FO, 47, 48, vous aviez 4 millions d'adhérents. Ah mais si vous pensez on en parlera peut-être tout à l'heure. Si vous pensez que c'est pas assez, je suis d'accord avec vous, mais nous en parlerons tout à l'heure. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Alors, première question à SVP, Jean-Louis Le Senne. Oui, Henri Krasuki, bonsoir. Comme vous pouviez vous y attendre, c'est ce qui se passe en ce moment même à la régie Renault, qui est au centre des préoccupations des téléspectateurs qui appellent ce soir SVP. La plupart des fiches condamnent votre action et l'action de la CGT en termes parfois très durs. Un exemple parmi d'autres, cette téléspectatrice de Paris trouve votre appel à la grève révoltant en ces temps de crise où tant de Français demandent à travailler. Alors, 2 questions pour commencer, si vous le voulez bien. Ne vous sentez-vous pas gêné de mener à la catastrophe le secteur automobile français? Et autre interrogation, pourquoi des grèves à chaque sortie d'un nouveau modèle? C'est direct. Oui, question directe, réponse directe. D'abord, je commencerai par la deuxième. Il n'y a pas de grève à la sortie de chaque modèle. Précisément, ici, il se passe quelque chose de tout à fait incompréhensible. Je connais depuis longtemps la régie Renault. C'est la première fois depuis plusieurs dizaines d'années que je vois une chose pareille. En général, quand on sort un nouveau modèle, pour stimuler les travailleurs, pour leur donner du cœur à l'ouvrage, on fait quelque chose. Et bien là, on commence par leur annoncer qu'il va y avoir beaucoup de suppression d'emplois. Ensuite, on leur dit qu'ils ont touché 2% en tout depuis le 1er janvier sur les salaires. Et puis, on va leur réduire leur 13e mois. Et puis, enfin, on va les ennuyer dans la manière de prendre leur 5e semaine de congé payé. Ben, si c'est comme ça qu'on mobilise des gens pour travailler, je n'ai jamais vu cela à la régie. Vous dites que la direction de la régie sabote finalement le lancement de son nouveau modèle. Le problème, elle a fait quelque chose d'incompréhensible. Elle ne pouvait pas s'étonner
d'obtenir ce résultat, à moins qu'elle ait pensé qu'elle allait trouver des travailleurs abattus. Et là, c'est une autre question. S'ils pensaient trouver des moutons, eh ben, ils ont trouvé des lions. Parce que derrière le motif immédiat, il y a quelque chose de plus fondamental. D'une part, le pouvoir d'achat de ces travailleurs, mais plus encore, l'avenir justement de l'entreprise et l'avenir de l'emploi pour tous, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, puisqu'on annonce de nombreuses suppressions d'emplois, aussi bien chez les cols blancs que chez les cols bleus. C'est ce qui a été annoncé. Eh bien, c'est cela qui est l'arrière-plan de ce qui se passe actuellement chez Renault. Très bien, mais on va y revenir. Il y avait une deuxième partie à la question. Jean-Louis Le Senne, pouvez-vous nous la rappeler? Ne vous sentez-vous pas gêné de mener à la catastrophe le secteur automobile français? Mais j'ai au contraire le sentiment, non pas moi, parce que ce sont les travailleurs, avec la CGT et aussi avec les autres syndicats, je crois observer, mais ce sont les travailleurs qui, par leur action, agissent utilement pour la sauvegarde de l'industrie automobile française, qui est bien malade du fait de la manière dont elle est conduite. Bon, eh bien, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, Alain Duhamel va venir s'asseoir pour un premier quart d'heure. Ensuite, nous retournerons à SVP. Alors, Alain Duhamel. Bonsoir, monsieur Krasucki. Bonsoir. Alors, il y a une première question que, je crois, on se pose beaucoup. Qui est cette grève? Ces grèves, parce qu'il y en a dans plusieurs usines. Est-ce qu'elles viennent spontanément de la base, parce qu'il y a un mécontentement particulier en ce moment, ou des appréhensions particulières, ou bien est-ce que c'est la CGT qui a décidé de les stimuler, de les déclencher maintenant? Je veux dire, il y a eu beaucoup de déclarations ces temps-ci des principaux responsables de la CGT, soit au niveau confédéral, soit dans la branche, soit dans l'entreprise, qui appelaient à des mouvements. Alors, ça vient de vous, ou ça vient des salariés, ou des deux? Ça vient des deux. Vous avez raison. Alors, pourquoi? Parce que, pourquoi? C'est la rencontre entre un état d'esprit des travailleurs et des initiatives d'une organisation syndicale, d'ailleurs suivie d'autres organisations syndicales, parce que elle se fait, la CGT en l'occurrence, le porte-parole de ce qu'il y a dans la tête des gens concernés. Mais pourquoi la meilleure preuve, c'est ce qui est arrivé au Mans. Vous vous rendez compte, à peine annoncé des mesures dont je viens de parler, et voilà une usine complètement occupée par toutes les catégories de personnel. Tout le monde y était. Les ouvriers, la maîtrise, et c'est une entreprise où il n'y a pas d'immigrés. D'ailleurs, toutes les entreprises actuellement de chez Renault qui sont en lutte sont des entreprises essentiellement composées de travailleurs français. Oui, vous voulez dire que c'est très différent de ce qui s'était passé chez Citroën? Non, je le signale en passant. Non, parce que moi, je ne vous ai pas interrogé là-dessus. Hein, non, mais c'est une petite parenthèse, mais bon, quelquefois, il y a des parenthèses utiles. Il y en a peut-être d'inutiles. Celle-là, je crois qu'elle est utile. Bon. Donc, en l'espace d'une journée, l'usine s'est trouvée immobilisée, tout le monde arrêté. Quand des choses pareilles arrivent, moi, j'étais à Toulouse en voyage syndical. Quand j'ai su cela, je n'ai même pas pris la peine de téléphoner pour savoir ce qui se passe. J'ai compris que ces choses-là n'arrivent que quand c'est fort dans l'esprit des gens. Personne ne peut, sur un ordre, faire arrêter une usine ainsi. Et quand ça commence à provoquer des répercussions dans les autres usines du groupe, ça veut dire qu'il se passe réellement quelque chose de profond. Mais pourquoi maintenant? C'est ça la question d'Alain Duhamel. Pourquoi maintenant? Très bien, attendez. Non, c'est moi qui pose la question. Oui, mais vous me répondez, et je sais que vous ne m'avez pas répondu. Alors, j'y reviens. Pourquoi maintenant la CGT? Voilà. Écoutez, comment vous dire? Vous imaginez que c'est moi qui suis allé subrepticement au petit matin trouver M. Hanon, le surprendre alors qu'il est à moitié... M. Hanon, c'est le patron de Renault. Oui, de chez Renault. Alors qu'il n'est pas tout à fait réveillé, vous voyez, au petit jour, puis lui glisser dans l'oreille un bon tuyau. Vous savez, sucrez-leur le 13e mois, et puis embêtez-les pour les congés payés, et vous allez faire un tabac. Et puis que lui, bêtement, il m'aurait écouté. Vous pensez que c'est ça qui est arrivé? C'est lui qui a choisi ça, lui, et puis ceux qui l'ont conseillé. Autrement dit, d'après vous, c'est la direction de Renault. Le jour où ils ont pris cette décision, ils ont entraîné cette réaction, évidemment. Donc c'est la direction de Renault, d'après vous, c'est la direction de Renault qui, en fait, est responsable directement de l'ensemble des mouvements qui existent en ce moment. Elle a d'abord créé les conditions de l'éclatement de ce conflit précis. Mais ce conflit précis,
je le dis parce que je le pense, je vous dis que je connais Renault depuis longtemps, et je crois avoir une certaine idée même de la situation générale du pays. C'est un signe. Hein. Ce conflit précis n'a pu avoir cette dimension que parce que c'est en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une accumulation de mécontentement, d'inquiétude et même de colère. Et bon, des dispositions comme celles qui ont été annoncées ont provoqué ces réactions-là. À cette rentrée-là spécialement, maintenant. Là, parce que en même temps, s'annonce je ne sais combien de suppressions d'emplois sans discussion, et que les gens n'ont toujours touché depuis le 1er janvier que 2% d'augmentation. Ils vivent avec ça depuis le 1er janvier. Oui, Monsieur Krasuki, il y avait des négociations qui étaient prévues, qui sont toujours prévues, y compris demain d'ailleurs, avec la direction, et ça fait plusieurs jours, ça fait même à peu près 2 semaines, que les principaux responsables de la CGT concernés multiplient des appels. Eh bien, oui, ça s'explique. Parce que, d'abord, ce qui est arrivé donne une idée d'une manière de traiter les gens. Alors, au bout d'un moment, les gens se sentent un peu floués, hein, et ils perdent confiance. Chez Renault, il aurait fallu faire, depuis 3 ans déjà, une grande politique sociale. Je l'ai proposé à l'époque au Premier ministre d'alors, M. Mauroy. C'est pas ce qui s'est produit. Et maintenant, ils n'y croient pas. Et voyez à quel point ils ont raison de ne pas y croire. Et le syndicat CGT, la Fédération de la métallurgie avec eux, c'est qu'il a fallu que Flins soit occupé complètement pour que l'affaire se règle par une négociation vite fait. Moi, il y a quelque chose mais que je ne comprends les pas, autres, attendez, non, je réponds à votre question. Les autres, aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait la même chose exactement que Flins, on dit, j'entendais tout à l'heure les informations, c'est diversement suivi, c'est pas... Comme ils n'arrêtent pas tout, comme ils n'occupent pas complètement, alors qu'ils cherchent une solution, on leur dit, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Ben, on les pousse à décider les méthodes les plus énergiques. Si c'est ça qu'on veut, on va y arriver. Alors, Nous voulons que les négociations s'ouvrent pour aboutir. Premièrement, il ne faut pas négocier, il faut aboutir. Premièrement, dans les formes d'action, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'où les travailleurs estimeront que c'est nécessaire. Et jusqu'où il faudra... C'est vague. Ça, c'est pas une réponse. C'est vague. Hein. Ah ben ça... à quels critères vous jugerez que votre action est réussie? Au résultat, bien sûr. Alors, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est les solutions aux problèmes posés. Alors, non, c'est pas la réponse à ma question, ça. Je vous demandais jusqu'où vous êtes prêt à aller ou jusqu'où vous êtes prêt à inciter les salariés à aller. Est-ce que vous êtes prêt à les inciter à aller jusqu'aux occupations d'usines, y compris dans la région parisienne ou pas? Ça, c'est quand même, vous avez un point de vue. J'ai un point de vue. Alors, mais quand vous me dites ce n'est pas une réponse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, permettez-moi de vous dire, Monsieur Duhamel, que vous connaissez mal, ou je crois, vous faites comme si vous connaissiez mal les travailleurs, l'action syndicale. Les travailleurs ne sont pas une armée, la CGT n'est pas une armée, et je ne suis pas un général. Je n'ai pas envie de l'être. Nous sommes une organisation de volontaires et de travailleurs, pacifiques d'ailleurs, qui ont des intérêts à défendre. C'est ça un syndicat. Bon, alors, ça ne se décrète pas comme ça quand vous dites que vous n'êtes pas satisfait parce que je ne vous ai pas dit je suis prêt jusqu'à faire ceci, jusqu'à faire cela. C'est pas ainsi que ça se passe. Non, mais je ne vous dis pas ça. Je suis prêt à ce que je vais vous dire maintenant. Bon. D'après mon avis. Oui. Parce que, qui est aussi celui de tous mes camarades de la direction de la CGT. Alors, allez-y. Aussi loin que les travailleurs voudront, pour une raison qu'il faut retenir, parce que personne ne peut obliger les travailleurs à faire quoi que ce soit. Pas plus nous que quiconque. S'ils ne veulent pas faire la grève, la CGT pourra toujours dire il faut faire la grève, ils ne la feront pas. Deuxièmement, par contre, ça s'est déjà vu, c'est pas facile de les arrêter une fois qu'ils sont partis. Donc, pas si simple. Mais je dis, avec eux, au fur et à mesure du déroulement des événements, eh bien, plus il faudra y mettre de force et de dynamisme, eh bien, plus vous le mettrez. Nous vous conseillons de le faire. Et vous jugerez, nous jugerons ensemble, vous, travailleurs, et nous, syndicats, c'est la même chose, de la valeur des résultats. Alors, si ça doit être une occupation, ça sera une occupation. Ça sera d'abord de la faute à la direction, puisqu'il lui suffit pas. Si on ne fait pas comme au Mans, ils n'y croient pas.
eh bien, si ça doit être une occupation, ça sera ça. Mais ce qui est vrai pour Renault est vrai au-delà. S'il faut, pour se faire entendre, faire la grève, nous disons aux travailleurs, à notre avis, plutôt que d'en prendre plein la figure, eh bien, il faut faire la grève. S'il faut occuper, nous préférerions ne pas avoir à le faire, mais si vous en êtes d'accord, vous, les travailleurs, et si vous pensez que sinon ça va aller mal pour vous et que c'est inacceptable, eh bien, occupons. S'il faut des manifestations et des manifestations massives dans les localités et au plan national, eh bien, faisons-les. Après tout, d'autres l'ont fait et ils ont été écoutés. Alors, M. Grodzki, la régie Renault ne va pas bien. Bon, elle va perdre beaucoup d'argent cette année. C'est un moment important pour elle, puisqu'il y a à la fois le salon de l'automobile, ce qui compte beaucoup, et puis parce qu'il y a le lancement de ce nouveau modèle, la Super 5. Est-ce que vous ne craignez pas, avec les méthodes d'action qui sont choisies en ce moment, à ce moment-là précis, est-ce que vous ne craignez pas de désavantager la régie Renault, à la fois par rapport à ses rivaux français du secteur privé, Peugeot, et en même temps par rapport aux autres grandes marques européennes? Est-ce qu'au fond, d'une certaine manière, est-ce que ça n'est pas un peu la politique du pire? Non. En l'occurrence, ça serait la direction qui prendrait les travailleurs en otage à cause du lancement d'un nouveau modèle. On lance un nouveau modèle, écrasez-vous. C'est ça que vous me proposez. Moi, je ne vous propose rien, je vous pose des questions. Mais j'essaie de comprendre ce que vous... Je ne négocie pas avec vous, je vous pose des questions. D'accord, je sais que vous n'avez rien à négocier. Mais j'essaie de comprendre le sens de votre question. Vous comprenez très bien. Eh bien, voilà, vous voyez. Donc, si les travailleurs, c'est jamais le bon moment pour se défendre, ils sont sûrs d'être laminés. Alors, parlons des problèmes de la régie Renault, parce qu'il y en a effectivement. À chaque fois qu'il y en a un, qu'est-ce qu'on dit? Il y a trop de monde, sureffectif. C'est l'histoire du poumon dans le malade imaginaire. Le poumon, le poumon, le poumon. Voilà. Alors, les voitures sont trop chères. Il y a trop d'effectifs. Il y a trop de retouches. Il y a des défauts dans ces voitures. Il y a trop d'effectifs. Il y a des trop longs délais de livraison. Il y a trop d'effectifs. On ferme les entreprises pour le chômage partiel. Vous comprenez, c'est pas sérieux. Il n'y a pas trop d'effectifs d'après vous. Attendez, examinons les problèmes. Après, on va parler des effectifs aussi, je vous assure. Oui, parce que c'est ma question. Ah ben non, on va y venir. Mais avant, je tiens prenons les choses pour ce qu'elles sont. Si Renault, comme les autres constructeurs français, se vendent moins sur le marché français, il y a des raisons. Il y en a plusieurs. Pour ce qui est du prix, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre. Mais Renault, puisqu'on parle d'elle, vend quasiment à perte à l'étranger, parce qu'on dit tout à l'exportation, et se rattrape sur le consommateur français. C'est pour ça que les voitures comparables, Renault, coûtent plus cher que leurs concurrents étrangers. Marquez que les autres font un peu la même chose. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais ça signifie un désordre dans les échanges internationaux complètement fou, parce que ça conduit à des catastrophes. Vous êtes d'accord que ce n'est pas du tout propre à la région Renault, ça. Non, mais je dis, toutes les grandes marques. Non, mais je dis, ça conduit à des catastrophes. D'accord. Vous en convenez, vous êtes un peu économiste, je crois. Je reconnais que la régie Renault fait comme les autres. Voilà. Bon, mais que ça, c'est une situation anormale. Parce qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là. Faire payer aux consommateurs de son pays les cadeaux qu'on fait aux autres. C'est pareil pour les délais de livraison. Est-ce qu'on peut le régler pour une seule marque à la fois? Autrement dit, quand il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire des marques qui font, toutes les marques, qui font effectivement payer plus cher sur le marché intérieur, moins cher sur le marché étranger, mais c'est vrai aussi bien de Volkswagen quand il va en France, est-ce qu'on peut régler ça simplement pour Renault, sans que ce soit un handicap par rapport aux autres? On en revient toujours à ça. Dans une certaine mesure, oui. Et puis dans la mesure complémentaire, il y a des problèmes européens. Il faut se battre. Et pourquoi la France ne lèverait pas le drapeau? Je dis bien la France. C'est-à-dire la régie Renault, l'automobile française et le gouvernement français, et soutenu par tous ceux qui doivent soutenir, ne lèverait-il pas le drapeau de la propreté dans les échanges internationaux en Europe et sur le plan mondial? Parce que c'est pas normal, ces choses-là. C'est valable pour d'autres industries. Donc, revenons à l'impression que vous agitez le drapeau de l'automobile française. Revenons à notre sujet. Puisque vous cherchez des solutions, je peux vous en signaler. Des explications. Non, en même temps, des éléments de solution. Alors, regardez, une firme comme Volvo en Suède, on nous cite souvent les Suédois en exemple, elle a établi un système, une réduction, par accord avec les milieux concernés, une réduction de 20% sur l'essence pour les voitures Volvo en Suède.
Figurez-vous que les administrateurs CGT de la régie Renault, ceux qui sont élus par le personnel, ils viennent de faire une proposition du même ordre. Ils disent et chiche, pourquoi on ne ferait pas la même chose? On a par exemple... Pour qu'on comprenne bien, vous voudriez qu'on donne une réduction sur le prix de l'essence aux Français qui rouleraient en Renault. Ben pourquoi pas? Puisque les Suédois le font bien, ça leur réussit. C'est une idée parmi d'autres, c'est pas bête quand même, non? Ben je ne sais pas. Parce qu'on pourrait bien un peu avantager le consommateur français. Pourquoi puisqu'on le laisse par ailleurs. Mais je m'en tiens à cet exemple. Vous croyez qu'on a le droit de faire ça? Ah ben les Suédois le font bien. Oui, mais les Suédois ne sont pas dans le marché commun. Les Suédois. Bon, mais vous savez ce que les autres font. Hein. Tout le monde triche dans le marché commun. Faut pas raconter d'histoire. C'est la France qui triche le moins. Mais donc ça, on pourra en parler. On pourra en parler à propos, en général, des échanges internationaux. C'est pas normal. On est plus mal placé que les autres sur tout un tas de créneaux, tout simplement parce que les autres respectent moins la règle du jeu que nous. C'est vrai. Ouais. Alors, monsieur Grzowski, je lisais dans Le Monde, juste avant de venir ici, une nouvelle qui venait des États-Unis et qui concernait l'automobile. Il y avait des négociations entre les salariés de la General Motors, donc de la plus grande firme automobile du monde, et puis les propriétaires. Et comme il se trouve que le prix de revient aux États-Unis est plus élevé qu'il ne l'est au Japon, les salariés de la General Motors acceptent des augmentations de salaire inférieures à l'inflation, donc avec une baisse du niveau de vie, parce qu'ils pensent qu'au fond, c'est désagréable sur le moment, mais que c'est leur avantage à terme, parce que ça renforce la firme dans laquelle ils travaillent. Et pourtant, la General Motors, ça fait des gros bénéfices, ce qui n'est pas du tout le cas de Renault. Quelle est votre question, là? Eh bien, est-ce que ce genre de démarche... Non, c'est simple. Je vous propose d'organiser un référendum parmi les travailleurs de toutes les entreprises de l'automobile française. Non, mais moi, je vous pose des questions. Mais je réponds à votre question. C'est une réponse que je viens de vous dire. Hein. Parce qu'on peut répondre aussi de cette manière-là. C'est ça. Vous dites que la réponse ne serait pas la même en France qu'aux États-Unis. Il faut demander aux gens. Vous les voyez accepter ça? Si vous les y préparez pas, posez la question, la question à d'autres organisations syndicales. Que la première qui se sent... C'est vous qui êtes là. Oui, mais que la première qui se sent capable d'obtenir ou de proposer une chose pareille chez nous, lève la main. Je pose ma question autrement. Bon, il n'y a pas la régie Renault sur un marché. Je veux dire, il y a la régie Renault en concurrence avec d'autres grandes marques, françaises et étrangères. Bon, la régie Renault, elle est en difficulté. Bon, alors on peut imaginer, je ne dis pas que ce soit souhaitable, mais on peut imaginer une baisse importante du pouvoir d'achat, type de ce que les Américains acceptent. Bon, on peut imaginer ce qu'a fait Fiat en Italie à un moment, qui était pendant un temps de diminuer le nombre d'emplois pour récupérer ce qu'ils ont fait et maintenant être en meilleure santé. Ce qui se passe pour Fiat en Italie. Est-ce que tout ça, c'est des méthodes que vous accepteriez ou pas? Quel est le genre, au fond, quel est le genre d'effort que vous accepteriez de la part des travailleurs? Voilà, plutôt que de demander ce qu'on n'accepte pas, demandez-moi enfin ce qu'on accepterait. C'est par comparaison, tout ça. Oui, d'accord. Oui, non, mais répondez justement. Comme aucune de ces solutions ne me plaît, je vais vous dire celle qui nous convient à nous, que nous proposons, parce que des problèmes, il y en a vraiment. Je vous signale parmi ces problèmes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le fait mérite d'être mentionné, c'est le nombre de réimportations de voitures Renault à partir d'entreprises Renault installées à l'étranger. Je ne discute pas le fait que des grandes firmes aient besoin d'avoir des installations sur différents points du monde. C'est logique. Mais j'estime que c'est exagéré parce qu'actuellement, il y a vraiment de l'abus et ça contribue à aggraver la situation de la firme. Alors, maintenant, sur les solutions. Et ici, je crains que nous débordions notre temps à tous les deux. C'est le problème... Comment aborder la modernisation d'une entreprise avec les travailleurs, en discutant avec eux et en cherchant les solutions qui donnent de l'efficacité, qui donnent le meilleur niveau technique et qui assurent du travail aux gens. Un travail utile qui peut être changé, qui n'est pas forcément celui qu'ils font maintenant, mais qui ne soit pas le chômage. Or, nous pensons... notre réponse, c'est ce que nous demandons jusqu'à maintenant. Personne n'a jamais accepté de nous donner la moindre information pour justifier ce qu'on nous dit. Même sous un gouvernement de gauche? Actuellement. Ça ne change pas pour ça? Pour le moment, ça ne change pas. Non, je peux même vous dire quelque chose qui me choque. Dans le cas de Citroën, le gouvernement a finalement accepté 1906 licenciements, soi-disant pour des raisons de modernisation. Mais qui... au ministère du Travail, je dis bien, ou à Matignon, ou n'importe où dans le gouvernement, qui est capable de me dire
pourquoi 1906 et pas 1907 ou 1842 ou rien du tout. Vous voulez dire qu'on ne négocie pas assez avec vous, c'est ça que vous voulez dire? Pas seulement, pas même avec... Ils ont réglé ça sur une base strictement comptable. Il y a tant de déficits, on supprime tant de salaires, et puis momentanément, c'est en équilibre, mais l'entreprise, il n'y a pas de solution technique et productive utile. C'est pareil chez Renault pour le moment, tel que les choses s'engagent. Or, nous proposons quelque chose de constructif. Il n'y a rien à cacher dans une affaire comme celle-là. Vous modernisez une entreprise. Elles sont d'ailleurs modernes, elles ne sont pas en retard sur les autres, mais c'est vrai qu'il y a des choses nouvelles à faire. On décide de moderniser une entreprise. Et ça se prépare à l'avance, il y a des bureaux d'études, des bureaux des méthodes, ils font des projets. Mais on n'en discute pas, ni avec les travailleurs, ni avec les techniciens intéressés, ni avec le syndicat, avec personne. Même dans une entreprise nationale? Non, ni chez Renault, ni ailleurs. Je vous le répète, nous demandons, si la direction Renault s'engage sur la question de l'emploi, vous voyez, si la direction Renault s'engage à ouvrir enfin des discussions loyales, carte sur table, sur tous les cas de modernisation qui sont projetés pour examiner quelles en seront les conséquences sociales, d'emploi, et pour rechercher des solutions qui permettent d'éviter que les gens deviennent chômeurs, nous sommes d'accord pour avoir ces discussions loyales-là. Et si les travailleurs concernés, qui ne sont pas bêtes, et qui sont souvent très qualifiés même, et si les organisations syndicales et comités d'entreprise peuvent avoir leur mot à dire, on peut trouver ensemble des solutions constructives chez Renault, et Renault serait alors l'exemple de ce qu'il faut faire en France et pourquoi pas en Europe occidentale. Bon, on retourne à SVP. Merci Alain Duhamel. On retourne à SVP. D'autres questions? Toujours beaucoup de questions sur Renault, des questions politiques aussi, M. Krasuki. Un fonctionnaire de Marseille vous demande pourquoi avoir attendu le départ des communistes du gouvernement pour voir la CGT se réveiller. Et un instituteur de Versailles, à quoi correspond votre action puisqu'elle risque de se retourner contre le gouvernement de gauche? Voulez-vous vraiment que la droite revienne au pouvoir? Que la CGT se réveille aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la personne qui a posé cette question soit bien informée de ce qui se passe depuis quelque temps, au plan social au moins, dans notre pays. Parce que c'est depuis 1981 que la CGT, qui a trouvé à cette époque un certain nombre de choses intéressantes, et elle l'a dit parce que nous savons apprécier ce qui représente un progrès, et c'est depuis cette époque que, sur certaines questions, il y a des différences. Et c'est normal, nous sommes un syndicat, nous ne sommes ni un parti, et encore moins une institution, et encore moins un gouvernement. Donc, le syndicat, il a son rôle. Mais au fur et à mesure, quand des problèmes sont devenus plus aigus, nous avons été amenés à dire un certain nombre de choses et aussi à dire aux travailleurs, attention, si on ne s'en occupe pas, ça ne va pas bien marcher. Nous avons été opposés au premier blocage des salaires en 82, nous avons été opposés au plan de rigueur en 83, nous avons dit aux travailleurs, il faut faire quelque chose. Nous avons organisé des actions. Et au début de l'année, au mois de janvier, j'ai eu l'occasion personnellement, mais parlant au nom de la CGT, en propre terme, de sonner le tocsin pour dire ça presse, il faut y aller, il y a péril en la demeure. Et ça a donné les actions des sidérurgistes, la marche des sidérurgistes à Paris, aussi celle des chantiers navals, aussi celle des dockers. Ça fait du monde qui s'est remis. Nous n'avons attendu rien du tout. Nous avons agi... Oui, certes, mais vous reconnaissez quand même que l'action chez Renault a un caractère symbolique. Un mouvement dans une entreprise nationale qui tient tout de même ses directives du gouvernement... vous considérez bien que les gens y accordent plus d'importance. D'où la question de ce spectateur, non, mais je comprends. qui est de dire, toutes les questions. est-ce que finalement, est-ce que cette grève est strictement revendicative ou est-ce qu'elle est politique? J'ai bien compris la question. J'ai bien compris cet aspect-là de la question. Mais je tenais d'abord à dire que, puisque ça commençait par là, que votre combativité. Oui. Pourquoi on se réveille? On ne se réveille pas. Nous étions éveillés. Simplement, au fur et à mesure que les problèmes évoluent, deviennent plus aigus et sont ressentis par les intéressés d'une façon plus sensible, eh bien, évidemment, ça conduit à des actions revendicatives plus fortes. C'est ça le rôle d'un syndicat. Et aussi l'attitude des travailleurs. Quand ça ne va pas, bon, tant qu'ils se disent ça va s'arranger. Si ça ne s'arrange pas, ils décident de passer la vitesse supérieure. Ce n'est pas une nouveauté. Et il y a la deuxième partie de la question qui est quand même, en passant à la vitesse supérieure, est-ce que vous ne prenez pas le risque de déstabiliser le gouvernement? C'est la question qui vient de vous être posée. J'ai compris cet aspect-là. Mais je dirais,
ça ne peut pas être ça qui détermine de toute façon l'action d'un syndicat, quel qu'il soit en France, tel que je comprends les choses dans notre pays. Il n'y a pas une organisation syndicale. Et la CGT, pas plus qu'une autre, je dirais peut-être moins que d'autres, la CGT ne peut se déterminer à partir de considérations politiques. Nous ne sommes pas indifférents à la situation politique, aux événements politiques. Mais un syndicat, il existe pour défendre les intérêts des gens, quel que soit le gouvernement. Et je dirais, on ne peut pas critiquer l'absence de syndicats jouant le rôle de contrepoids ailleurs, et puis ne pas l'accepter, par exemple, et demander qu'ils agissent ainsi chez nous. Il faut accepter chez nous ce qu'on souhaite ailleurs. C'est bien, parce que moi j'estime qu'il faut dans toute société, même dans un système qui correspond mieux à ce que je souhaite pour la France. Il n'y a pas de modèle à ce sujet-là. Mais je pense vraiment que le syndicat, il en faudra toujours un. Il en faudra toujours un parce qu'il faut un contrepoids qui soit l'expression de la volonté directe des gens concernés. C'est normal, ceux qui sont chargés de fonctions de direction, ils ont leurs soucis, même quand ils n'ont pas une mauvaise intention. À plus forte raison quand il y a des oppositions d'intérêt, là, mais même quand il n'y a pas une mauvaise intention, ils ont leurs soucis. Mais il faut des gens, les intéressés eux-mêmes, les salariés, donc, qui se groupent et puis qui disent ça va pas, et qui défendent leurs intérêts. Le syndicat est là pour ça. Est-ce qu'il peut y avoir deux pouvoirs dans une entreprise? Cela dit. Un qui tient sa légitimité du nombre et l'autre qui tient sa légitimité de la compétence. Bon, alors il faut décider qu'il n'y a plus de syndicats. Pourquoi on a autorisé les syndicats? D'abord, ils ont autorisé parce qu'on les a conquis. Il a fallu se battre. Il a fallu se battre, hein. Un siècle après la Révolution française. Mais le problème, c'est les problèmes de choix industriels. On y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, je disais, parce que je veux répondre à cette question, mais je pense qu'on y reviendra sûrement aux aspects politiques. Le pire qui puisse arriver par-dessus le marché à la gauche en France, c'est d'avoir tellement déçu jusqu'au bout ceux qui lui ont fait confiance qu'ils lui tournent le dos. Mieux vaut, en plus de la défense des revendications, mieux vaut, quand des travailleurs sont mécontents, qu'ils le soient en se fâchant, plutôt que de voter avec leurs pieds. Je crois que c'est clair. Alors, Guy Claes, directeur de la rédaction du Matin, pour un quart d'heure. Monsieur Krasuki, vous venez de dire justement que le syndicat ne se déterminait pas se déterminait uniquement en fonction des intérêts des travailleurs et non pas en fonction de la politique du gouvernement. Mais vous n'avez pas toujours tenu tout à fait ce langage. Tout de suite après la victoire de la gauche, en 1980, vous disiez justement qu'il fallait que les travailleurs aident le gouvernement. Vous disiez, c'est une interview que j'ai là sous les yeux, je peux vous la lire si vous le voulez. Elle est du 31 juillet 1980. Vous disiez l'équipe gouvernementale se heurte à des difficultés considérables, une résistance du capital et des pressions extérieures. Les travailleurs doivent l'aider. Il faut être le contrepoids des résistances et des pressions, et même, si nécessaire, du gouvernement lui-même. Alors, c'était l'aider au besoin en le combattant, je veux bien. Mais enfin, non, pas en le combattant. Il fallait l'aider quand même. Oui, vous venez de lire, c'est très bien. Lui-même. Oui, mais alors, je voudrais vous poser une question à partir de là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours envie d'aider ce gouvernement, ou est-ce que vous êtes décidé à le combattre? Alors, la position de la CGT par rapport au gouvernement n'a pas changé dans son principe, ni dans la réflexion qui l'a conduit. Nous avons pris note du changement de gouvernement, point à la ligne. Le dernier changement? Oui, du dernier changement de gouvernement, point à la ligne. Est-ce que vous ne vous sentez pas... Nous n'avons pas modifié notre attitude à l'égard du gouvernement. Nous décidons, nous l'avons fait, nous l'avons dit, d'agir en fonction des événements, des actes concrets. Je dis même pas juger, vous voyez, je ne tiens pas à être juge. Nous déterminons notre action de syndicat d'après les actes de ceux que nous avons devant nous, que ce soit le gouvernement, dont nous souhaitons que ce soit des actes positifs pour les travailleurs, ou que ce soit le CNPF, dont nous savons bien que là, nos intérêts sont en complète opposition. Donc, nous n'avons pas changé de position, de principe à l'égard du gouvernement. Ce qui se modifie, ce sont les événements. Quand on nous accentue le blocage des salaires, quand on nous prépare un budget comme celui qui s'annonce, quand on nous annonce qu'on a trop de tout. Hein. On a trop de lait, on a trop de raisin, on a trop d'acier, on a trop de bras, on a trop de cerveau, on a trop de jeunes.
et puis il faut faire des enfants quand même, 3 enfants de moins. Dans ces conditions, quand on nous dit tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, comme syndicat des travailleurs, et je dis tous les travailleurs, quelle que soit leur catégorie professionnelle, là, ils sont tous concernés. Eh bien, nous sommes bien obligés de dire ça va pas. Quand ils y perdent en pouvoir d'achat, et puis quand ils sont des centaines de milliers à se demander de quoi demain sera fait, et quand ils sont jeunes, vous vous rendez compte de la situation, il faudrait peut-être qu'on parle de la situation des jeunes. Oui, mais auparavant, je voudrais revenir quand même à l'aspect un peu politique du débat. Vous dites on se détermine en fonction des événements. Or, tout de même, il y a un des événements importants de l'été dernier, ça a été le départ des ministres communistes du gouvernement. Vous, Henri Krasuke, secrétaire général de la CGT, mais aussi, comme le rappelait Virieux, membre du bureau politique du Parti communiste, est-ce que vous ne vous sentez pas plus à l'aise, plus libéré pour agir, maintenant qu'il n'y a plus de ministre communiste au gouvernement? Je me suis senti libre tout le temps. Alors, je ne peux pas être plus libre. Mes seules limites, ce sont les possibilités réelles, ce que pensent les travailleurs, ce qu'ils se sentent capables de faire, jusqu'à quel point on peut agir, et aussi les événements concrets. Je tiens compte des rapports de force, de ce que font les uns et les autres. Et ça, c'est le réalisme tout simple de la conduite d'une organisation syndicale. Mais à aucun moment, nous n'avons été privés de notre liberté de syndicaliste. Il n'y avait jamais de conflit dans la tête d'Henri Krasuke entre le secrétaire général et le membre du bureau politique? Je me sens en parfaite harmonie avec moi-même, parce que je me suis efforcé tout au long d'être le porte-parole avec mes camarades des intérêts des travailleurs vus comme une organisation syndicale, comme nous devons le faire. Alors, vous me posez cette question, moi j'y réponds volontiers, mais est-ce que vous me permettez, ça ne sera pas très long, parce que je voudrais quand même parler de la situation des gens, oui. C'est important. Mais vous devez le savoir, mais quand même tout le monde ne sait pas. Moi, comme vous le rappelez, normal, c'est connu d'ailleurs. Moi, je suis communiste. Mais la CGT n'est pas communiste. La moitié des membres du bureau confédéral sont au comité central. Monsieur Claes, s'il vous plaît. Hein, là, j'ai une réponse importante. C'est une information pour beaucoup de gens. Peut-être pour vous aussi, mais en tout cas, pour beaucoup de gens. La CGT, en tant qu'organisation, n'est pas communiste. Elle n'est pas non plus anticommuniste. Elle n'est pas davantage antisocialiste ou anti-PSU ou anti-MRG. Par rapport aux partis de droite ou conservateurs, naturellement, on voit bien les problèmes qui peuvent nous séparer, compte tenu de ce que nous sommes et des buts que nous nous proposons et de ce que sont ces formations, mais néanmoins, dans la vie réelle même de nos organisations, comme pour être à la CGT, on ne présente pas de passeport politique, il faut vouloir défendre ses intérêts. Il y a dans la CGT beaucoup de personnes qui votent même autrement qu'à gauche, pour aucun des partis de gauche, et nous les respectons, et nous tenons à ce qu'ils soient respectés dans notre organisation. Alors par exemple, j'ai ici parmi mes invités, je me permets de les présenter, c'est rapide, c'est une partie des membres du bureau confédéral, c'est la moitié, mais bien représentative. Eh bien, vous avez Bernard Lacombe, ouvrier électricien. C'est pas lui qu'on voit, mais... Eh bien, Bernard Lacombe, ouvrier électricien et prêtre ouvrier. Louis Vianney, postier et communiste, responsable, membre du bureau politique du Parti communiste. Lydia Brovelli, cadre de l'assurance, qui n'appartient à aucune organisation politique. Gérard Gaumet, ingénieur en informatique, membre du comité directeur du Parti socialiste. Alain Obadia, ingénieur à la RATP et secrétaire général de l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens CGT, communiste. Jean-Claude Larose, Jean-Claude Larose, agent de maîtrise de l'EDF, qui a eu des engagements politiques, qui aujourd'hui n'appartient à aucune formation politique, et Janine Marest, qui est une technicienne de la métallurgie et qui n'appartient à aucune organisation politique. C'est ça la CGT. Oui, alors, il faut le respecter. Non, mais moi, je suis leur secrétaire général à tous. Monsieur Krasuke, je trouve cette démonstration très intéressante, mais quand même, on peut prendre la proposition en sens inverse. Disons que la plupart des militants communistes qui se syndiquent à la CGT, oui ou non?
Ah ben moi Voilà, je trouve très d'accord. bien, je trouverais très bien Alors, que la prenons le plupart problème des comme militants ça. socialistes Voilà. qui se syndiquent Alors, prenons le problème soient dans aussi ce à la sens-là, CGT. et prenons le Et tous problème les dans ce autres. sens-là. Et D'accord. tous les autres. Hein? Nous, D'accord. on ne repousse personne. Je souhaite, mais nous allons en reparler de la CGT. On en Alors, reparlera. revenons à la situation politique des du gens. gouvernement général, donc, qui influe sur la situation des gens, puisque la politique économique du gouvernement fait le niveau de vie, la situation économique de chacun. Alors, vous avez condamné complètement le budget prévu pour 1985. Vous avez dit qu'il n'y avait rien de bon dedans. Bon, alors, je voudrais simplement vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qui reste de bon à vos yeux dans la politique du gouvernement aujourd'hui? Ouais. Je pose pas la question dans ces termes, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, mais moi, je la pose comme ça. Vous me la posez, mais une fois que vous avez posé la question, je vais vous expliquer comment j'y réponds. Mais pour y répondre, il faudrait encore que je me pose la question comme vous le faites. Or, nous, à la CGT, nous avons décidé de ne pas nous astreindre actuellement à une évaluation globale et permanente de ce qu'est toute la politique du gouvernement. C'est pas ainsi que nous nous déterminons. Parce que nous ne voulons pas nous déterminer comme une formation politique, mais comme un syndicat. Bon, le gouvernement, il est ce qu'il est. Ce qui nous importe, c'est au plan qui intéresse l'action syndicale, donc essentiellement les questions économiques et sociales, qui sont quand même notre domaine fondamental d'activité. Pourquoi je vous parlais du budget? Voilà. Ben oui, mais c'est pourquoi je me limite à ces questions-là. Qu'est-ce que nous pensons de telle ou telle décision qui est prise? Ben, le budget, ça ne va pas, c'est vrai. Et la politique industrielle, les mesures industrielles, ça ne va pas non plus. Vous me direz que ça fait des gros problèmes. Ah oui, ça fait des gros problèmes, et alors ça crée non seulement un désaccord, mais ce sont des sources de conflit. Je ne suis pas le seul à les dire, parce que vous c'est normal, vous m'interrogez moi. Vous avez l'avis de la CGT. Citez-moi un dirigeant d'organisation syndicale aujourd'hui qui dise, du point de vue du constat, quelque chose de fondamentalement différent de ce que je vous dis en ce moment. Moi, j'entends ou je lis les déclarations de certains de mes collègues qui dirigent d'autres centrales syndicales et qui font le même constat. Certains disent, mais enfin, à force de tirer sur la corde, ça va finir par donner des mauvais résultats. Quand les gens ne sont pas contents, à force d'être mécontents, il se produit des réactions. Et ce qui explique ce qui se passe chez Renault. J'ai lu ça aujourd'hui sous la plume d'André Bergeron. Bon, par ailleurs, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est le bon sens, moi aussi. J'ai le même bon sens. D'ailleurs, il y a quelque chose de très différent, mais aussi quelque chose de commun. Nous sortons de la même souche, hein, historiquement parlant. Mais d'autres aussi. Alors donc, revenons à ce budget et plutôt à ce que ressentent les gens. Alors d'abord, je parle pour qui? Je m'adresse à tout le monde, naturellement. Mais je me sens le porte-parole de qui? Des travailleurs salariés, quelle que soit leur catégorie. C'est le rôle d'un syndicat. Ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs. Je me sens le porte-parole des chômeurs. Pour moi, pour nous, ce sont des travailleurs privés d'emploi. Je me sens le porte-parole des retraités et des pré-retraités. Je me sens le porte-parole aussi de cette jeunesse qui n'est pas encore au travail, mais qui se demande, à l'issue de ses études, quand elle va ouvrir la porte de sortie de l'école, quelle va être la hauteur de la marche d'où elle va tomber. Porte-parole de tout ce monde-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, ces gens-là? Ça représente quand même l'essentiel de la population active du pays. Et même au-delà, puisqu'il y a les retraités. Qu'est-ce qu'ils ressentent, ces gens-là? Ils ont beaucoup espéré. Et ils ont eu raison. Ils ont voulu quelque chose. Et aujourd'hui, eh bien, ils trouvent le contraire de ce qu'ils ont souhaité. Ils le reçoivent. Qu'il y a une crise et qui ne permet pas de faire n'importe quoi. Oui, mais ne commencez pas à expliquer aux gens que... Je vous demande si vous considérez que la crise limite la marge d'action du gouvernement ou pas. Oui, mais moi, je commence par vous dire, Monsieur Claes, je vais vous dire la raison qui me fait insister un peu, hein, et ne le prenez pas mal. Mais depuis hier, j'entends aux informations des discours politiciens qui me scandalisent. De quoi parle-t-on en matière politique? On parle de magouilles pour les élections législatives qui vont avoir lieu dans 1 an et demi, pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu en 88. Mais moi... Ça ne vous préoccupe pas du tout? C'est pas le problème. Moi, je pense avec les gens. Et aujourd'hui, comment ils vivent? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? De quoi ont-ils besoin?
Comment peuvent-ils défendre leurs intérêts? Comment peuvent-ils améliorer leur sort? Comment peuvent-ils faire survivre leurs espoirs? Parce qu'ils étaient justifiés. Ça veut dire que vous estimez que la conquête du pouvoir politique n'est finalement plus un moyen de changer les choses? Ça suffit pas, j'ai jamais considéré que ça suffisait. D'abord, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et deuxièmement, ça suffit pas. Encore faut-il prendre des mesures qui correspondent à ce qui est nécessaire pour modifier. Parce que tout de même, même en allant aussi vite que possible, je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les salariés, le pouvoir d'achat a baissé. Pour les retraités, pour les pré-retraités aussi. Pour les chômeurs, mais là je vais en parler, c'est encore pire. Les 600 000 nouveaux pauvres. Oh, mais c'est plus que ça. Ceux qui n'ont plus d'indemnisation. Oui, c'est justement, la CGT s'est pas beaucoup manifestée là-dessus jusqu'à présent. Si vous le faites à ma place, je veux bien vous. Non, peut changer. Si vous, je remarque que vous lancez. Il avait dit jusqu'à présent. Vous lancez une grande bataille, Monsieur Krasuki. Si vous voulez, Guy Claes, on change de siège et vous répondez à ma place. Ça va très bien. Vous avez lancé une grande bataille dans une grande entreprise nationale qui est Renault. Il semble que ce soit un conflit exemplaire à vos yeux aujourd'hui. Oh non, recommencez pas. Permettez-moi de répondre sur une prime que j'ai envie de dire. Sur une prime de 300 francs et sur l'utilisation de la 5e semaine de congés payés. Bon, je m'étonne que vous lanciez un conflit sur ce thème au moment où il y a des sujets peut-être plus graves, plus douloureux, et dont vous parlez très peu, comme précisément les 600 000 chômeurs. Je regrette que votre journal, effectivement, ait peu fait écho à une déclaration que j'ai faite à ce sujet il y a déjà quelques temps. C'était au mois de... Une déclaration, c'était pas une action. Ah ben naturellement. Quand on fait une action, il paraît que c'est pas bien, et puis maintenant, quand on n'en fait pas, c'est pas bien non plus. Alors je sais plus ce qu'il faut faire quand je vous entends. Répondez. Alors donc, mais je voudrais pouvoir maintenant m'exprimer. C'est possible. Bon. Alors, je disais donc, le pouvoir d'achat, ça va pas. Mais en plus, le chômage augmente. 2,5 millions environ. Et on va vers les 3 millions à l'allure où les choses vont. Même si on le déguise par des formes que je n'aime pas beaucoup. Et apparaît ce phénomène de la pauvreté. Vous savez, vous parliez de 600 000. Vous voyez, si vous lisiez la CGT, vous seriez informé. Parce que nous, le chiffre exact, c'est 1 130 000. J'ai parlé des nouveaux, ceux qui n'avaient plus d'indemnisation. Mais c'est de ceux-là que je parle. 1 131 000 chômeurs ne touchent plus aucune indemnité, plus un sou, rien, d'aucune sorte. Parmi eux, alors ils vivent, pour les uns, dans leur famille, avec l'aide de leurs amis. Ils n'ont pas de ressources. Et ils sont en âge de travailler. Et ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Ils existent. Oui, c'est le double du chiffre que vous pensez. Qu'est-ce que vous proposez, alors est-ce qu'ils viennent de la CGT, ces gens-là? Alors, ces gens-là, est-ce que vous vous rendez compte de leur situation? Et parmi eux, il y a beaucoup de jeunes. Parce qu'ils ne peuvent pas être indemnisés longtemps. Un jeune ne touche pas beaucoup d'argent. Et j'ajoute, parmi ceux qui sont indemnisés, les chômeurs. Vous savez qu'il y en a un tiers des chômeurs indemnisés qui touchent seulement 40 francs par jour. Par jour, et oui, 1200 francs par mois. Vous demander juste une question. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Les gens vivent ainsi, de nos jours. Une question, M. Krasuki. Est-ce qu'ils se tournent vers vous, ces jeunes si démunis? Est-ce qu'ils vont vers la CGT ou est-ce qu'ils ne croient plus aux organisations syndicales? Est-ce que vous avez le sentiment une partie, oui. Que vous avez une clientèle là ou pas? Clientèle, je n'aime pas le mot. C'est pas un problème. Les adhérents éventuels. Mais des gens intéressés, ça c'est autre chose. Bien, la jeunesse, vous avez ici des jeunes... Pas très syndicalisés quand même. Vous avez ici des jeunes qui sont des militants actifs à la tête de commissions de la jeunesse dans des entreprises, des militants de la CGT. Il y a des jeunes, heureusement, il y a parmi eux des chômeurs qui animent des comités de chômeurs. Ils sont mes invités ce soir. Mais nous nous efforçons de rassembler ces jeunes. Et il est vrai que, mais c'est un drame national, quand un jeune sur deux en âge de travailler est soit chômeur, soit dans une situation de travail précaire. C'est une tragédie pour un pays. Un pays qui ne sait pas quoi offrir à sa jeunesse, il est en danger. Le pays en tant que tel, il faut prendre des choses à cette dimension-là. Comment s'étonner que ces jeunes se posent énormément de questions et se demandent mais comment je vais m'en sortir? Alors, à eux, nous avons quelque chose à dire, naturellement.
Et nous y efforçons. Qu'est-ce que vous diriez comme ça à un jeune pour l'inviter à venir à la CGT, là, comme ça? Je lui raconterai une histoire vécue, là, tout dernièrement. À l'Alstom du Bourget, qui est une usine importante, il y a une école d'apprentissage. Il y a 12 apprentis qui sont sortis de cette école d'apprentissage et qui risquaient de se retrouver chômeurs. Grâce au syndicat CGT de l'usine et à la commission des jeunes CGT de l'usine de l'Alstom du Bourget, les 12 ont un travail. Sur les 12, il y en a 8 qui sont embauchés à l'usine, 2 qui poursuivent leurs études pour un BTS, donc devenir des techniciens, et 2 qui ont été embauchés dans une entreprise voisine. Eh ben, c'est une belle histoire, mais elle est isolée. Comment elle est isolée? Mais c'est ça le syndicalisme. C'est faire ça partout. Le syndicat est né de ce que, entreprise par entreprise, là où les gens existent, ils se sont organisés, il y a eu la solidarité, de l'entraide, c'est très beau, et c'est de ces petits ruisseaux-là qu'est née la CGT. La CGT est née longtemps après que les premiers syndicats se sont formés petitement, boîte par boîte. C'est ça la vérité. Alors, je leur dis ça, et en même temps, je leur dis, mais naturellement, qu'on doit pouvoir faire autre chose. C'est pas normal à notre époque de considérer que la société n'est que ça à offrir et à une jeunesse et à tout un peuple, à tous ceux qui veulent travailler. Il y a donc forcément d'autres solutions. Mais ça nous pose tout le problème, justement, de la politique industrielle. Je ne sais pas si nous pouvons en discuter. Monsieur Krasicki, c'est une grande question. Que faire pour avoir une industrie française? Parce que finalement, le chômage, pour le combattre, il faut créer des emplois. Il n'y a rien à faire. Monsieur Krasicki, comparé justement à ce drame énorme des jeunes sans emploi, est-ce que vous croyez que la situation des ouvriers de la régie Renault justifie de déclencher des grèves qui peuvent mettre en péril le lancement d'un nouveau modèle et la situation d'une entreprise aussi importante que Renault? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une disproportion là? Mais s'ils ne se battent pas, ça fera encore des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Qui va y gagner? Ça va faire embaucher un seul jeune chômeur, ça? C'est leur lutte qui peut créer des emplois qui n'existent pas actuellement. C'est précisément pour ça que je disais tout à l'heure à Alain Duhamel, nous proposons pas seulement à la régie Renault, nous le proposons à l'échelle du pays. Parlons modernisation, puisqu'on nous dit modernisons. Il faut moderniser la France. Vous étiez pour, hein? Je suis toujours pour. Mais sans toucher à rien, ni aux emplois, ni au salaire. Continuez à expliquer la non, mais à la manière de Guy Claes, très bien. Est-ce qu'il faut... Non, mais est-ce que... Quels sont les moyens de la modernisation selon vous? Quel est le secrétaire général de la CGT que vous avez invité? Je vous demande, vous êtes contre les réductions d'effectifs? Non. J'ai entendu votre question, mais si vous continuez, je ne pourrais pas y répondre. Quels sont les moyens? Bon, alors, vite sur les moyens, ensuite on passe à SVP. Parce que, tout de même, alors, les moyens... Ils sont de plusieurs ordres. Un, ils sont d'ordre financier. Parce que c'est vrai, pour refaire et développer, moderniser une industrie française, il faut des investissements. Alors, qui paye? La question est là. Où est la justice actuellement? Où est la justice? Les gens ne la voient pas. Et comment voulez-vous qu'ils la voient? J'ai eu l'occasion de le dire. On a déformé mon chiffre parce qu'il a paru tellement inexact. Et pourtant, c'est la vérité pure. Pour seulement se repérer. Avec l'affaire de la promesse de réduction des impôts, ça fera 12,50 francs pour les petits de réduction, mais pour les plus fortunés, notez bien, 500 000 francs, je dis bien francs actuels, 500 000 francs de déduction. Hein. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme niveau de richesse? 50 millions de centimes. Hein, 50 millions de centimes simplement de déduction. C'est phénoménal, vous avez une idée de ce que c'est. J'ai fait un calcul, je ne vais pas vous le présenter maintenant, c'est impossible, c'est bien dommage. Mais j'ai fait un calcul, combien de générations il faut pour gagner seulement 1,2 milliard centimes. Un smigard, il faut 5 générations. Mais même un ingénieur qui gagne 15 000 francs par mois, eh ben, sa carrière n'y suffit pas. Non, mais sur l'inégalité, il faut 2 carrières. 2 carrières d'ingénieur pour y arriver. Donc, alors, mais l'argent existe, tout le monde n'est pas pauvre. Il y a des pauvres en France, mais la France n'est pas un pays pauvre et tout le monde n'y est pas pauvre. Les quelques dizaines de milliards qu'il faudrait pour financer, voilà un premier problème. Deuxième point, l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire l'efficacité. Parce qu'il y a énormément de gâchis, énormément de gaspillage. Et parmi ces gaspillages, eh bien, il y a le fait que
Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de fermer des choses tout à fait modernes et tout à fait nécessaires? Je circule, heureusement que je circule. J'ai visité, en moyenne, depuis 2 ans, au moins une entreprise par mois, prise dans des régions différentes et dans des branches différentes. La visite comportait d'abord une visite technique, conduite par les représentants de la direction, les techniciens. J'ai vu des choses admirables et des gens qui connaissent parfaitement leur affaire, dans certains cas du meilleur niveau européen et même mondial. Mais plus rentable. J'ai vu ça, attendez. Pas rentable peut-être. Si. Bon, j'étais à Creusot-Loire, 8 jours avant le dépôt de bilan. Pas rentable, Creusot-Loire? Ah ben, parlons-en. Oui, parce que ça, c'est un excellent exemple. Puisqu'on parle des oui, injustices. on verra tout à l'heure. Je suis sûr qu'on reviendra tout à Oh, l'heure. je suis sûr que non. Avec Albert Duroy. Moi, je suis sûr que si. Parce que, non, là, j'y tiens, puisqu'on y est, hein, Creusot-Loire. En quelques mots. Bon, alors, quelques mots. Oui, et on parlera avec Albert Duroy de la technique. C'est lui qui décidera, c'est pas vous. Hein. Non, s'il veut bien. Voilà. S'il veut bien, parce que je pense que ça vaut la peine, naturellement. Mais je suis bien obligé de faire ainsi. Creusot-Loire, qui sont les propriétaires? 3 familles. Ampin, Schneider, Devindel. On ne peut pas dire que... il n'y a personne dans cette salle qui correspond à ce profil-là. Hein. C'est vraiment les grandes fortunes. C'est la grande fortune française. C'est aussi les champions du libéralisme. C'est ceux qui nous disent « laissez-nous faire. Nous allons vous montrer ce que c'est que l'esprit d'entreprise. Nous allons vous montrer comment on gère les entreprises. » Creusot-Loire, c'est un ensemble ultra-moderne, un outil comme il n'y en a peu au monde, en mécanique lourde et extrêmement spécialisée. J'ai visité, j'ai vu et j'ai entendu les ingénieurs. Ils m'ont expliqué qu'il n'y a rien de mieux au monde. On trouve l'équivalent, on ne trouve pas mieux. Et c'est ça qui est en train qui risque de disparaître. Et si les travailleurs cessent ou ralentissent si peu que ce soit leur lutte, effectivement, cet outil risque de disparaître. On n'a pas de compte à leur demander à ces gens-là. Ils vont avoir, vous vous rendez compte que les Devindel, les Schneider et les Ampin, ils vont avoir une déduction d'impôt phénoménale en prime. Ils ont cassé l'usine, ils se sont enrichis, ils vont mettre les gens à la porte, ils vont priver la France d'une vaste entreprise de premier ordre, et ils vont encore trouver un avantage. Et vous trouvez ça normal? Donc, je disais, il y a l'usage qu'on en fait. Et puis enfin, alors... Si on parle de modernisation, moi je veux bien qu'on en parle. Enfin, je proposais qu'on le laisse pour votre collègue. Alors, oui, d'accord. Si vous voulez bien, allons-y. D'accord, laissons-lui quelque chose. Bon. Merci Guy Claes. Alors, retour à SVP. Jean-Louis Le Senne. Oui, beaucoup de questions de téléspectateurs sur la Pologne et vos origines polonaises, Monsieur Krasucki. Pourquoi n'êtes-vous jamais présent dans les manifestations en faveur de la Pologne? Comment se fait-il qu'étant secrétaire général de la CGT, vous êtes contre un syndicat libre en Pologne? Et enfin, M. Krasucki pense-t-il qu'il pourrait entreprendre les mêmes actions en Pologne qu'en France? Tout d'abord, laissons là la question de mes origines. Je crois être un citoyen français qui a accompli son devoir de français. Moi et les miens. Et par conséquent, ce n'est pas un problème d'origine. Vous pouvez poser la même question au cardinal Lustiger. Il a les mêmes origines que moi. Mais personne n'y insiste trop. Je souhaite qu'on ait, à l'égard du syndicaliste, la même élégance qu'à l'égard du cardinal. Maintenant, pour ce qui est alors, des problèmes concernant la Pologne, bien, j'observe que ce pays, qui a effectivement payé cher le fait qu'il a notamment mené une politique syndicale qui faisait que les syndicats n'avaient pas d'existence réelle, ce que la CGT a critiqué en son temps. On s'en souvient. Eh bien, la Pologne a traversé une crise effroyable. Elle a été même au bord du gouffre. Elle est à peine convalescente. Je vois comment les autorités polonaises, comment l'épiscopat polonais s'efforce avec la société polonaise de trouver des chemins pour faire quelque chose, pour refaire une Pologne qui soit mieux que ce qu'elle était, aussi du point de vue syndical. Je vois que tout le monde observe un comportement, disons, plus prudent,
à l'égard de la Pologne, que ce soit les responsables d'État. Même Reagan, maintenant, commence à parler autrement. La CGT a suivi très soigneusement les événements de Pologne. Personne ne pouvait, comme organisation syndicale, être plus touché, profondément touché, parce que nous avions des vieux liens d'amitié entre les deux pays, mais aussi entre les deux classes ouvrières, entre les organisations syndicales, par ce qui est arrivé là-bas. Mais la question était que vous l'avez pas beaucoup témoigné. Si, mais nous l'avons fait à notre façon. Nous l'avons fait à notre façon, qui est de rechercher à éviter d'envenimer les choses, mais plutôt de favoriser une évolution qui, les choses étant ce qu'elles sont dans ce pays-là, nous sommes en France, nous ne sommes pas là-bas pour ne pas régler les affaires des Polonais à leur place, mais les inciter à des choses qui conduiraient le pays là où il n'a pas voulu finalement aller, c'est pas non plus notre rôle. Nous suivons attentivement ce qui se passe et nous souhaitons vraiment que ce pays se refasse et qu'il se refasse avec des syndicats authentiques. Il y avait une autre partie dans la question. Pensez-vous que vous pourriez avoir le même type d'action dans un pays de l'Est? La question m'est jamais venue à l'esprit. Eux, ils ont une certaine façon de voir les choses. Nous sommes en France. Sur les questions syndicales, on sait qu'il y a eu pas mal de divergences que nous avons exprimées. Mais je voudrais dire qu'en même temps, on dit des choses pas très réalistes et pas très raisonnables. La France a une autre tradition, une autre histoire. Nous avons une autre façon de concevoir l'avenir pour notre pays. C'est bien connu. Mais je le redis. Cela étant, quand on regarde les pays socialistes, quand on va y voir, c'est pas ce qu'on dit. À la longue, vous savez, il y a des gens qui me font penser. J'ai entendu l'autre jour, dernièrement, je vois refleurir des choses du genre, ils savent rien faire, ils viennent copier pour la technique, pour ceci, pour cela. Et ça me rappelle, j'ai vécu assez pour connaître ça, ça me rappelle ce qui se racontait au début des années 50 sur l'Union soviétique. C'était des gens qui ne savaient pas lire, des gens qui savaient rien, qui n'avaient rien, etc. Et surtout en technique, complètement ignorants. Puis un bon jour, ils se sont retrouvés avec Gagarine dans l'espace. Et comme il n'y avait eu personne d'autre avant, c'était bien les premiers. Et il l'avait pris à personne, puisque personne n'avait su le faire. Alors, les mêmes, il a fallu expliquer comment ce peuple de crétins, d'abrutis, d'analphabètes a été capable de faire ça. Alors, c'est la même chose pour dans beaucoup de domaines, soyons prudents. Tout simplement, je ne demande pas, moi je ne suis pas là pour faire la publicité, c'est pas ça. L'information, une information objective. On peut trouver bien ou mal telle chose ou telle autre. Nous y sommes allés. Avec Gérard Goumet, nous étions en délégation syndicale. On a vu des choses intéressantes. Et puis en même temps, on ne pense pas avoir eu réponse à tout. Mais c'est pas l'enfer, c'est autre chose. Parce qu'à notre époque, les relations internationales ne devraient pas être ce qu'on essaye d'en faire, cette guerre froide, c'est d'embrouiller tout. C'est pas vrai. Comment avez-vous réagi, vous, personnellement, à l'emprisonnement de notre confrère Jacques Abouchar par les autorités afghanes? Ça, je peux vous le dire. D'abord, je pense que il faut qu'il soit libéré le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions. Je comprends la réaction des syndicats de journalistes. J'ai apprécié le communiqué du Quai d'Orsay qui a dit, pour des affaires délicates comme celle-là, si on veut être efficace, il faut savoir s'y prendre avec un certain savoir-faire. Figurez-vous que pour ce qui est de la CGT, dans la mesure de nos possibilités, il se trouve que nous avons quelques relations avec les syndicats d'Afghanistan. Nous avons fait, de notre part, la démarche qui peut faciliter utilement une issue positive. J'ignore si nous y parviendrons, mais nous l'avons fait. Très bien. Alors, Albert Duroy. Pardon, mais je vais vous brimer scandaleusement en vous posant des questions qu'éventuellement vous n'auriez pas souhaité vous voir poser. Parce que vous avez décidé un peu à l'avance des questions que je devais vous poser. Tant pis, non. Je vais en aborder quelques autres. Ça sera comme vous voulez, c'est vous qui posez les questions. Deux questions. Simplement, je vous signale, c'est seulement une suggestion que je me permets de vous faire, parce que ça me paraissait intéressant. Quand même, le problème du progrès technique en France, c'est une question intéressante. Nous allons aborder des questions que je pense qui intéresseront. Mais si vous ne voulez pas me la poser, je ne répondrai pas. D'accord, ok. Moi, tout ce que je demande, c'est que vous répondiez à mes questions. Alors, ça, vous pouvez y compter. Les voilà.
D'abord, deux questions d'ordre un peu général sur ce qui se passe souvent dans des conflits du travail. Quand un service public se met en grève, la SNCF, la RATP, les PTT, contre qui fait-on grève? On fait d'abord grève pour quelque chose. On fait grève parce qu'on a besoin d'une amélioration de salaire, des conditions de travail ou d'un peu plus de liberté, le droit à la parole. Parce qu'aujourd'hui, les revendications, c'est plus large qu'autrefois. Mais une grève, c'est censé mettre en difficulté. Attendez, non, mais naturellement. Mais c'est d'abord parce qu'on veut quelque chose. Donc, on ne veut pas faire du mal. On veut obtenir du bien. C'est pas la même chose. Et on ne commence pas par faire la grève. On commence par le demander. On commence même par le demander poliment, avec déférence. Heureusement, grâce à l'action syndicale, depuis 1936 seulement, il y a des délégués du personnel. Avant, c'est pas vieux. Avant, il fallait que chacun aille demander pour soi une augmentation. C'est pas agréable d'aller trouver son patron pour lui dire « je veux de l'augmentation ». Il faut déjà un certain, presque du courage. Ben, on a maintenant des délégués qui peuvent parler pour vous. Bon, alors, on le fait. Et quand c'est non, eh ben, ça finit par arriver au conflit. Eh ben, quand on n'a pas le choix, on fait une grève, et à ce moment-là, ben oui, un conflit, c'est un conflit. C'est un conflit d'intérêts. Quand les travailleurs n'ont pas d'autre solution, ils font la grève. Eh bien, ils font la grève contre leur employeur, celui qui leur refuse ce qu'ils ont demandé. Et qui en subit les conséquences, là? Ah oui, mais je vois très bien où vous voulez en venir, mais ceux qui en subissent les conséquences ont eux-mêmes un jour besoin de demander à leur patron quelque chose et de se mettre en grève, et par conséquent, ils sont capables de le comprendre. Oui, mais en général, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce que j'entends des choses en ce moment à propos de telle ou telle action sociale, par exemple Renault ou d'autres. Je crois que ça serait se méprendre sur l'état de l'opinion de beaucoup de gens. Je ne crois pas, moi, vous voyez, que dans leur majorité, les gens ne comprennent pas ceux qui manifestent pour leurs revendications, parce que tous en ont à défendre. Et je crois qu'il y a plutôt une tendance à une compréhension mutuelle. Quand je vois les conflits récents, au Creusot, justement, il y a tout le monde. Oui. Il y a les ingénieurs, il y a les commerçants, il y a les patrons de sous-traitance, parce qu'ils vont crever, les employés de ces entreprises. Tout le monde y est. Je parle du service public, moi. Ah mais oui, mais ce sont des gens comme les autres, ils ont le droit de se défendre. Les gens qui travaillent dans les services publics ont le droit de se défendre. Naturellement, bon, alors faut pas le leur reprocher. Bon, ils font la grève. Ils vont le faire. Ils vont probablement faire quelque chose prochainement. Oui, mais pas évidemment, parce que ils ont tellement subi d'atteintes à leur niveau de vie. On a tellement peu tenu les engagements pris à leur égard que tous, avec toutes leurs organisations syndicales, que ce soit la CGT, que ce soit FO, que ce soit la FEN et la CFDT, même avec des nuances, je crois qu'il n'y aura personne en dehors, ils sont amenés à prendre des initiatives d'action. Vous n'entendez pas d'écho du mécontentement des usagers ou de l'enseignement ou de la SNCF? Je les entends surtout à la télé ou à la radio. Et vous ne pensez que ça ne traduit pas une réalité? Bon, ça va, quelquefois oui, mais c'est compréhensible. Ils sont deux fois perdants, finalement. Ils sont perdants en tant qu'usagers et en tant que contribuables. Oui, mais je connais beaucoup de défenseurs des usagers qui s'en prennent aux usagers quand ces mêmes usagers défendent leurs propres intérêts. Parce qu'il y a des gens qui sont jamais contents quand les travailleurs se défendent, quelle que soit leur catégorie. Alors, je crois avoir répondu à votre question, parce que comme notre temps est court, nous pourrons passer à la suivante. Autre question d'ordre général. Vous défendez, vous avez raison, évidemment, c'est un droit fondamental, le droit de grève. Est-ce que vous approuvez, lorsque dans certains conflits, des grévistes font en sorte d'empêcher des gens qui ne veulent pas faire la grève de travailler? Oh, c'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, parfois comme ça. Ça arrive, oui, mais actuellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est le cas de figure que je voudrais vous voir. Oui, mais j'aime pas discuter d'une manière abstraite. Moi, je suis bien... Parce que c'est pas un problème concret. Non, mais ça dépend des situations. Vous connaissez là, le genre de choses... et si, qu'est-ce que vous faites si? Vous voyez, supposition, les Anglais, ils disent si ma tante avait des roues, ça serait une bicyclette, vous voyez. Je sais pas raisonner comme ça. Alors moi, je veux savoir de quoi il s'agit. Citez-moi une histoire précise et je vous dirai si je pense qu'ils ont bien fait ou mal fait. Parce que le droit au travail, le droit de ne pas faire grève, ça dépend des cas. Parfois c'est respectable, parfois c'est pas respectable. C'est ce que vous me dites. Là. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a aussi parmi les travailleurs, la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Alors, et ça, c'est pas seulement... La majorité décide de faire grève, la minorité n'a pas le droit de travailler. C'est pas une question d'avoir le droit. D'ailleurs, actuellement, chez nous en France, je connais guère de situations... de mouvements importants où
les grévistes majoritaires et empêché ceux qui voulaient travailler d'y aller. Je ne connais pas de situation importante. Il y a peut-être eu ici ou là, vous savez, il s'en passe des choses. Mais vous prenez les pays voisins, leur tradition, c'est une discipline, les pays qu'on nous cite en exemple, que ce soit l'Allemagne fédérale, que ce soit les pays scandinaves, que ce soit la Grande-Bretagne, il y a une discipline absolue. Ça, d'abord, quelquefois, le syndicat est quasiment obligatoire, et quand il décide une grève, elle est impérative, et c'est la loi de la majorité qui décide. Chez nous, c'est beaucoup plus... Ce sont les pays que vous n'aimez pas qu'on vous cite en exemple, d'habitude. Eh bien, je vous les cite, soyez contents. Oui. Mais par exemple, en ce qui concerne le consensus entre syndicats non, mais je vous dis ça parce que... en Allemagne, ça vous n'en voulez pas. Parce que on se trompe sous bien des aspects concernant le syndicalisme en France, dans les pays voisins et à travers le monde. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Du point de vue, en tout cas, de la question que vous me posez, en France, dans le passé, des problèmes, il y en a forcément, mais dans le passé, il est arrivé des moments avec des luttes difficiles, mais où les travailleurs, ayant en majorité décidé la grève, ils faisaient ce qu'ils appelaient défendre leur grève. Ça a existé. Actuellement, c'est pas ça qui se produit. Et je souhaite que, le plus possible, on consulte les gens. La CGT prône le vote. Nous avons organisé chez Renault, mais aussi ailleurs, nous demandons qu'on donne la parole aux travailleurs, qu'ils décident ce qu'ils veulent. Nous leur faisons des propositions, naturellement, des propositions de revendication, de solutions et aussi d'action. Mais la parole doit leur appartenir. On ne peut pas avoir une vision plus ouverte, plus démocratique de la conduite de l'action syndicale. C'est la nôtre. Est-ce qu'il y a un phénomène de désyndicalisation en France actuellement? Oui, j'ai donné des chiffres tout à l'heure. Oui, justement. J'ai donné des chiffres concernant la CGT. Alors, quelles en sont les causes, à votre avis? Il y en a qui sont objectives, mais je n'en parlerai pas en premier parce que je ne voudrais pas avoir l'air de chercher des faux fuyants ou des prétextes. C'est l'heure de vérité. Et d'ailleurs, je n'aime pas ne pas dire la vérité. Donc, je vais d'abord à ce qui me paraît essentiel. Pour une part, mais nous le disons publiquement, nous le disons chez nous et publiquement, pour une part, les causes, elles sont chez nous. Pour une part, nous avons quelque chose à dire aussi à tous les travailleurs salariés. Mais parlons d'abord, balayons devant notre porte. Oui, parce que justement, on peut se demander si vous ne vous remettez pas en cause. Non, mais si, mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, alors, puisque le temps nous est limité, que je vous dise ce que nous disons à nous-mêmes. Oui, nous nous remettons en cause, et pas d'aujourd'hui. Heureusement, parce que la CGT est la plus grande et aussi la plus ancienne des organisations syndicales. 1895. Elle va avoir 90 ans l'année prochaine. Mais elle doit rester toujours avec son temps, donc elle doit évoluer. Elle a énormément évolué. Si vous imaginez nos fondateurs, puis ce que nous faisons aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Arrivons à notre critique. Depuis, eh bien, à notre époque, il se passe tellement de choses. Il faut s'y adapter. Nous avons modifié déjà pas mal de choses. Par exemple, du point de vue des questions d'orientation. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous m'avez annoncé, vous avez dit, je vais vous expliquer notre part de responsabilité. Mais jusqu'à présent, vous ne répondez pas. Je suis en train de le faire, mais vous me mangez mes minutes. Comme ça, mine de rien. Alors, oui, mais je connais la technique. Alors, parce que c'est une technique. Ah oui, pour vous. D'accord. Oui. Alors, donc, mais j'en tiens compte. Écoutez, non, mais je constate que vous j'ai un petit peu d'expérience. Oui, je ne pourrais pas y répondre si vous ne permettez pas. Alors, donc, nous avons entrepris, effectivement, de dire, voilà, la CGT doit vivre avec son temps, ça veut dire quoi? À notre époque, se produisent des changements dans les professions, dans les qualifications, résultant des transformations techniques. Il y a des catégories qui ont pris, et prendront encore plus, une place plus grande dans la vie industrielle, ou dans la vie économique, dans la vie de l'activité, tout simplement. Le syndicat, qui est né syndicat ouvrier, c'est comme ça, ce sont les ouvriers qui ont créé les syndicats. Il doit savoir être aussi le syndicat des employés, le syndicat des agents de maîtrise, le syndicat des ingénieurs, des techniciens, le syndicat des cadres. L'évolution n'a pas été suffisante. Si nous le faisons, nous faisons beaucoup d'efforts pour ça, et nous pensons qu'il faut le faire plus encore, et ne pas craindre de regarder comment nous nous y prenons pour faire ça. Mais deuxièmement, l'entrée massive des femmes dans la production, et notamment de jeunes femmes dans la production, a provoqué un ensemble de phénomènes considérables et de bons phénomènes.
mais dans la vie à l'entreprise, dans les mentalités, dans les aspirations de ces femmes et dans leurs revendications au droit, à l'égalité de responsabilité, d'accès aux professions et aussi aux rémunérations, etc. Eh bien, il faut être le syndicat de ces femmes d'aujourd'hui. Nous nous efforçons de l'être. Est-ce que nous le sommes assez? Ben, nous posons la question, franchement, et nous la posons pas seulement aux nôtres, nous la posons aux intéressés. La jeunesse, elle est aujourd'hui comme elle est. Chaque génération, pour comprendre, on dit quelquefois, c'est difficile de comprendre les jeunes. Il suffit de se rappeler comment on était au même âge. Alors, ils sont différents, mais au même âge, toutes les générations ont eu tendance à vouloir faire autrement que la génération d'avant. Eh bien, donc je ne suis pas choqué par ça. Je peux faire une toute petite soyons comme on doit être le syndicat de ces jeunes-là. Attendez, alors vous voyez, ça fait pas mal de choses à examiner. Une parenthèse, parce que c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Quand vous dites qu'il faut être proche des femmes, des gens, des jeunes, etc., est-ce que le fait d'être permanent, comme vous l'êtes depuis très longtemps, est-ce que ce n'est pas un handicap? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre le contact, justement, avec ces réalités-là? Pour moi, non. Pour moi, alors franchement, non. Le jour, j'ai gardé mon âme de délégué du personnel, vous voyez. Et que vous êtes permanent depuis quelle année? Depuis 49, 50. Mais vous avez oublié tout à l'heure de rappeler que j'avais un métier, hein, et je l'ai exercé. Oui, vous avez été ajusteur. Je suis ajusteur professionnel, oui. Et comme tous mes camarades... Vous ne pouvez pas tout dire. Bonjour, mais c'est pas un reproche. Je saisis pour l'occasion pour réparer ce petit détail qui était passé à côté. Comme tous mes camarades, donc j'ai gardé, comme tous... Hein, et vous êtes devenu un homme un peu d'appareil de délégué. Oh là là. Je vais vous en parler des appareils dans un instant. Il y a combien de permanents, la CGT? Parce qu'on pas beaucoup, mais vous êtes en train de croiser les tirs, là, et personne n'a pu rien comprendre. Alors, mais c'est le prolongement de la question d'Accueil du Roi. J'essaye de répondre... C'est quoi l'appareil de la CGT? J'essaye de répondre clairement à une question qu'on essaye d'embrouiller. Alors, permettez-moi de rester clair, si je peux. Le syndicaliste que je suis, et que sont mes camarades. Vous savez, je ne reste pas derrière mon bureau. Je vis dans une cité HLM, je rencontre des gens. Je vais dans beaucoup de réunions syndicales. Et sur le terrain, dans les entreprises, j'y discute avec les travailleurs, les syndiqués. Et tous les autres font la même les chose. responsables. Ben, naturellement, nous alors je ne comprends pas la désyndicalisation. Attendez, mais ça, on va y venir. Et je souhaite que les autres le fassent davantage encore, mais c'est ce que je fais, je vis comme ça, je ne peux pas vivre autrement. Moi, j'ai des copains dans toute la France, dans les usines, dans les entreprises, toutes les catégories. Je m'efforce, je ne peux pas diriger autrement depuis toujours mon activité. Mais maintenant, je veux vous dire 2 mots des appareils. Et puis, au-delà, parce que j'avais d'autres choses à dire sur ce que nous demandons de remettre en question chez nous, mais comme je vois que le temps s'écoule, j'éprouve le besoin de dire quelque chose puisque vous me parlez d'appareils. En ce moment, on dit beaucoup de choses sur les syndicats. Et on s'adresse aux gens, et notamment aux jeunes. On leur dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'organisation? Qu'est-ce que c'est vieux, les organisations? Qu'est-ce que vous avez besoin de syndicats? Qu'est-ce que vous avez besoin d'appareils, etc. Hein, c'est la mode, l'air du temps. On dit ça aux travailleurs salariés. Mais est-ce que j'ai jamais entendu quelqu'un d'entre vous, ou des commentateurs, de ceux qui posent ces questions, le dire au patron? Est-ce que quelqu'un dit au patron, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'un syndicat patronal? Qu'est-ce que vous avez besoin d'un CNPF? Qu'est-ce que vous avez besoin d'appareils? Vous vous rendez compte ce que c'est que le CNPF? Vous vous rendez compte le nombre de permanents qu'il a? Vous vous rendez compte les gens qu'il paye, qui sortent des grandes écoles, qui sont largement payés? Tout ça pour s'occuper de serrer la vis aux travailleurs, parce que le CNPF, ils y sont tous, ils payent de grosses cotisations, même les entreprises nationalisées, mais ils y sont tous, bien que leurs intérêts sont contradictoires, ils s'entre-déchirent sur le plan des affaires, mais face aux travailleurs salariés, ils forment un bloc. Et là, ils sont tous organisés, personne ne leur dit « Comment c'est vieillot, vos appareils ?» Et nous, les travailleurs,
Nous, les travailleurs, qu'ils soient organisés, qu'ils ne le soient pas, nous devrions être dispersés, nous devrions ne pas avoir d'interlocuteur. Mais vous vous rendez compte que pour être l'interlocuteur... Excusez-moi. Je ne vois pas à qui vous faites ce procès, parce que... Vraiment, c'est pas la question. Parce que on aurait en face de nous, M. Gattaz, on lui poserait des questions sur le CNPF. Vous dites on essaye de s'adapter. Si je vous ai offensé, je le retire, parce que je ne veux pas m'engager dans un débat. Vous ne m'offensez pas, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous dites depuis 10 minutes, vous me parlez d'appareil. On se remet en cause, et puis vous parlez, et vous ne vous remettez pas en cause. Ah bon, écoutez, alors, c'est difficile de discuter avec vous dans ces conditions. Parce que j'étais en train, et c'est pas, je ne pense pas que ce soit par hasard que vous m'avez interrompu, excusez-moi de vous le dire. Mais j'étais en train de vous parler de ce qu'on ne dit pas au patron et de ce qui représente l'appareil patronal. Je répondais par là, à ma manière, à la question que me posait Henri de Virieu. Parce que moi, je dois être l'interlocuteur du CNPF, qui est une force formidablement organisée. Et quand je dis moi, je ne personnalise pas. Moi et mes camarades dirigeants de la CGT. L'interlocuteur du Premier ministre, du Président de la République, des plus hautes autorités de l'État, voilà, représentants des travailleurs à ce niveau-là. Et ensuite, à tous les niveaux intermédiaires, il y a, du côté des patrons, du côté des pouvoirs publics, il y a des appareils formidables. Vous prenez toutes les administrations. Et alors, les travailleurs, eux, ils devraient être là, tout seuls, démunis, se débrouiller, sans organisation, sans avoir des gens qui, bien qu'ils n'aient pas eu la possibilité d'aller, pour beaucoup d'entre eux, même pour la majorité d'entre eux, d'aller suivre des études prolongées, grâce à l'organisation, acquièrent les connaissances nécessaires pour pouvoir faire jeu égal et défendre leurs intérêts, être leur porte-parole. Pourquoi est-ce que les syndicats ne parviennent moins qu'avant à se faire entendre? Alors, je réponds donc à la question sur les appareils, j'ai répondu. En ce sens que j'ai répondu à contrario, quoi, en quelque sorte. Puisque les patrons ont un énorme appareil, nous en avons un tout petit. Vous me demandez combien il y a de permanents à la CGT à côté de l'appareil patronal. Nous faisons avec quelques personnes ce qu'il leur faut à eux pour, je sais pas moi, ils emploient plusieurs dizaines de personnes, nous 2 ou 3. Hein. C'est de cet ordre-là. Dans tel ou tel service. Au total, les nombres de permanents de la CGT, c'est de l'ordre de 2000, c'est le maximum, hein, dans toute la France, en tenant compte des secrétaires d'union locale, des départements, vous voyez, du plus petit jusqu'au niveau national, c'est le maximum de ce que nous ayons. Et avec ça, on fait jeu égal avec l'énorme appareil d'État, tous les cabinets ministériels et surtout le CNPF et cette citadelle que ça représente. Ça fait du bruit. Alors, c'est ce qui fait que j'ai répondu du même coup à un autre aspect de votre question. Ça, je le dis aux travailleurs, à tous les travailleurs. Ne vous laissez pas impressionner par ce qu'on raconte sur ces problèmes-là. Si le syndicat n'est pas tel que vous le voudriez, ça, nous acceptons la critique. Nous sommes prêts à discuter avec vous. Nous disons, voyons ensemble, parce que personne ne peut faire un syndicat à la place des travailleurs. Nous disons, voyons ensemble, qu'est-ce qui ne va pas? Faisons ensemble le syndicat qu'il vous faut. Nous ne refusons aucune question. Le syndicat représentant toutes les diversités, et c'est ça, quand vous dites je ne réponds pas à la remise en cause, mais si, c'est une remise en cause publique, lisez ce que nous avons déjà écrit, mais vous allez pouvoir lire dans notre journal La Vie ouvrière des choses intéressantes sur le débat et les mesures que nous entendons prendre pour que ces questions-là soient posées au grand jour dans les entreprises. J'aurais voulu quand même vous entendre dire ce qui, à votre avis, ne va pas dans le syndicalisme tel qu'il fonctionne. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je vous explique qu'il faut s'adapter à des réalités nouvelles. Eh bien, quand nous disons qu'il faut s'y adapter, ça suppose d'examiner jusqu'à quel point, ici ou là, on s'y est vraiment adapté ou pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faudra combien de temps? Il faudra combien de temps? Il faut le temps qu'il faut, hein. Ça c'est comme pour le reste. Je voulais que vous dise, ça ne se planifie pas. C'est une organisation de bénévoles. C'est une organisation, vous vous rendez compte ce que c'est que le syndicat? C'est une organisation de volontaires. Et à notre époque, avec la manière de vivre d'aujourd'hui, et quand même de militer aujourd'hui. Et c'est beau de cette façon-là aussi, parce que ça demande un peu de générosité, ça demande un peu... Il n'y a pas besoin d'être un héros. Ça demande de sentir qu'on ne s'en sortira pas tout seul, que quel qu'on soit ouvrier ou qu'on soit ingénieur, on n'en est pas moins, homme ou femme et salarié, et on a des intérêts à défendre, et il faut y mettre du sien, mais y mettre du sien pour quelque chose de beau,
puisqu'il s'agit de la défense des intérêts de ceux qui font les richesses du pays et qui représentent l'avenir. Vous avez le sentiment de pouvoir dire nous, puisque c'est collectif, nous représentons le monde des travailleurs. Ben, nous en représentons une bonne partie, et pour une organisation, pour une organisation qui n'en finit pas de décliner, si j'entends les informations et tout ce qu'on dit au sujet de ce que nous faisons chez Renault, Creusot, au chantier naval, et je ne sais où encore, c'est une organisation qui compte dans la vie du pays. Cela dit, nous ne satisfaisons pas. Vous venez de citer vos points de force. Pas seulement. Vous avez fait 38%, vous avez fait 38% au dernier prud'homal, oui. Et vous avez baissé de 5 points par rapport au prud'homal précédent. C'est exact. Hein, d'accord. C'était 5 ans avant. Naturellement, donc, il y a un déclin. Et nous l'avons dit. Non, je ne dis pas un déclin, je dis déclin quantitatif. Un recul momentané. C'est pas la même chose. Mais cela dit. Je crois bien ne pas m'être dérobé à la question essentielle. Est-ce que la CGT est contente de ce qu'elle est? Non. Est-ce qu'elle est contente de comment elle fonctionne? Non. Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? Non. Est-ce qu'elle dit, examinons les choses au grand jour, dans les entreprises, avec tous les travailleurs concernés? Oui, nous essayons de le faire. Est-ce que nous rendons ça public? Oui, vous y avez accès, les journalistes. Nous vous en donnerons l'occasion de le voir davantage encore. Nous avons beaucoup d'idées à cet égard. Est-ce qu'il y a un rapport Je vous dis ça parce on ne va pas épuiser le sujet ce soir parce qu'on est à vos questions. D'accord. Alors je vais savoir si j'y ai répondu. Une dernière question. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un rapport, une relation entre le recul de la CGT dont vous venez de parler et le recul du Parti communiste ces dernières années? Non, je ne pense pas que... Aucun rapport. C'est pas de même nature. C'est pas de même nature. Ce sont des problèmes de nature différente parce que de toute façon, les syndicats agissent d'une autre manière. Et dans la vie sociale, faut bien voir, on fait des assimilations hâtives. Aucun syndicat ne correspond à une formation politique. C'est inexact. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est valable aussi pour les autres organisations. Transposer les clivages politiques sur les clivages syndicaux, c'est une erreur. Ça ne correspond pas à la vérité. Quel est le parti qui, à votre avis, actuellement défend le mieux les travailleurs? Ah, ça, je me garderais bien, en tant que représentant de la CGT, d'émettre une opinion pour la raison que j'ai dit. Je pose la question à Henri Krasuki. Pour la raison, non, le syndiqué Krasuki n'a pas d'opinion. Le citoyen Krasuki, il a une opinion. Mais ça, je ne suis pas là à ce titre, donc vous me permettrez de garder cette opinion pour moi, mais je suppose qu'on la devine. Mais je reconnais le droit à mes camarades et amis d'avoir un choix différent. On vit ensemble comme ça. C'est difficile à comprendre, pourtant c'est facile. La preuve, c'est qu'on le fait, on s'entend très bien, mais on se respecte mutuellement. Bon, on va retourner pour finir cette émission à SVP. Alors, 2 questions de SVP. Jean-Louis Le Senne. Oui, première de ces questions, M. Krasuki. N'avez-vous jamais eu l'envie de créer votre propre entreprise? Alors, non, franchement, non. Mais de contribuer à créer, à faire vivre des entreprises dynamiques, mais j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à essayer d'empêcher que des entreprises ne meurent, à faire en sorte que des entreprises se créent, et pas seulement sous forme de coopératives ou bien sous forme ou de choses publiques, non, qu'elles vivent. Et nous avons dû lutter contre ceux qui voulaient les démolir. Alors, oui, je suis pour les entreprises, naturellement. Comment le pays pourrait-il vivre sans entreprises? Ça donne du travail aux gens et ça fait marcher le pays. Mais moi, personnellement, ça ne m'est pas venu à l'esprit, non, franchement. Une dernière question, Jean-Louis Le Senne. Oui, un fonctionnaire de Rouen demande combien vous gagnez en tant que secrétaire général de la CGT par mois et quels sont vos avantages. Avantages en nature. J'ai regardé ma dernière feuille de paye. Ça me fait net 8 300, enfin 8 400 francs par mois. Et les avantages je dispose d'une voiture de fonction, compte tenu que je suis secrétaire général de la CGT, et même, bien que je sache conduire et que j'aime le faire, pour des raisons évidentes, je crois que, qui ne tiennent pas à ma personne, ni à mes goûts, mais à la fonction, quelqu'un me conduit. Et la voiture est française? C'est une Renault. C'est une Renault, parfait. Bon, c'était donc c'était l'heure de vérité d'Henri Krasuki. Prochain invité en novembre, Raymond Barre. Bonsoir.